Faire. Nous sommes là pour vous. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et mon invité ce matin s'appelle Philippe Brandès. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Lise. Il est en studio avec nous. Il est l'éditeur d'un livre tout à fait passionnant et presque, je pense qu'au moment où vous avez décidé de l'éditer, on ne pensait pas que ce serait autant dans l'actualité au niveau d'Israël. C'est un livre donc avec des textes d'Elias Canetti, Léa Goldberg. Ça s'intitule « Heureux ceux qui sèment et ne récoltent pas » et c'est sorti chez Accro Édition, A2CRO, et c'est votre maison d'édition. Alors, le prix Nobel de littérature, Elias Canetti, et la pionnière de la poésie hébraïque, Léa Goldberg, relatent leur rencontre avec le prodige qui était Abraham Zohner, et donc chez Accro Édition. C'est une édition belge, Philippe. Oui, en Voilà. effet. Alors, Philippe Brandès, en fait, ce livre, c'est une rencontre entre trois personnages qui se sont rencontrés à un certain moment dans la vraie vie, pas forcément les trois en même temps, mais en tous les cas, il y a eu des interactions. Et c'est vous, à travers ce livre, qui avez choisi de les réunir, si j'ose dire, un peu pour la postérité. Ben, j'espère en tout cas, parce qu'on a eu vraiment l'impression en faisant ce travail, c'était un vrai travail, de faire une mitzvah, je dirais culturelle, Oui. sur le long terme, parce que le traducteur d'André, qui a traduit le texte de Léa Goldberg, Rencontre avec un poète, est venu chez moi il y a déjà 2 ans. Et il m'a dit, écoute, ça fait des années que je rêve de traduire cet ouvrage, c'est tellement beau. Il parle d'un poète. En fait, c'est ça le titre du livre, Rencontre avec un poète. Il parle d'un poète qui s'appelle Avraham Zohner, de son nom de plume, Avraham ben Yitzhak. Alors oui, il avait un nom allemand et il a pris un nom de plume hébraïque. Hébraïque, en effet. C'était à peu près en quelle année ? Oui, avant la guerre, c'était après la guerre 14, et puis c'était avant la guerre 45, donc c'était dans les années 20 qu'il a écrit ses premiers poèmes, même plus tôt, au début du 20e, excusez-moi. Oui, je vous 1900, oui, voilà, vers Bien 1900, sûr. donc 20e siècle, au début du 20e siècle. Il est né en 83, et donc il est né en 83, c'est ça, en Galicie. Ouais. Il a eu une formation religieuse très traditionnelle, mais également moderne. Ses parents étaient des bourgeois éclairés. Oui. Donc il a étudié à la fois le Talmud, mais les sciences, l'art, la littérature. Et dès très jeune, il écrit déjà ses premiers poèmes. Il les écrit en hébreu. L'hébreu n'est pas sa langue, Non. mais il connaît la Bible par cœur, donc il connaît toutes les finesses de l'hébreu. Et très tôt, il est reconnu en Israël, en Palestine à l'époque, en Eretz Oui, Israël. voilà, c'était Ouais. ça. Ouais. Il est reconnu comme un très grand poète, une sorte de Rimbaud de la langue hébraïque qui fait renaître, comme Bialik à l'époque et quelques autres, la langue hébraïque de façon moderne et littéraire. Alors, ce phénomène, parce que tout le monde le considère déjà comme un futur très grand poète, va en fait très tôt, après une 12aine de poèmes, il arrête d'écrire. Oui. On ne comprend pas très bien pourquoi. À vrai dire, il y a eu des explications après sa mort. Quand on a commencé à fouiller ses archives, on a trouvé des notes manuscrites où, en 1929 déjà, il prévoyait ce qui allait arriver. Donc, oui, la catastrophe de la Shoah. La catastrophe Oui. de la Shoah, de l'Holocauste, de la Il avait guerre. déjà tout pressenti. Il avait pressenti ce qui allait arriver et il a dit « je ne pouvais plus faire de la poésie à ce moment-là ». J'ai vu de telles horreurs, quand j'ai imaginé de telles horreurs. Donc il a écrit 12 textes Il a écrit 12 qui sont textes restés emblématiques. emblématiques. Et
qui a ces textes. Mais quand on lit votre livre, on se rend compte qu'après, sous des... Il a écrit quand même pour la presse juive de l'époque presque jusqu'au bout. Mais il a écrit sous des pseudos, en fait. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a donc arrêté d'écrire pendant une douzaine d'années. Et pendant ce temps, il s'est engagé dans le mouvement sioniste de façon extrêmement sérieuse. C'était un intellectuel. On parle de Zone. Alors Zoll, voilà. oui, Abraham Et, Zoll. voilà. Et on retrouve justement tous les mouvements de l'époque dans le livre. On retrouve toutes les discussions qu'ils avaient entre ceux qui voulaient faire un État juif en Palestine, d'autres en Ouganda, le tout en allemand. Quelle langue on allait parler? C'est juste passionnant. Oui. C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu. Au début de l'émission, que on était quand même quelque part dans l'actualité. Alors, on est en ligne avec le traducteur, donc Dan Drey, qui est en direct avec nous d'Israël. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous ce matin pour le livre, je le rappelle, qui vient de sortir, Elias Canetti et Léa Goldberg, Heureux ceux qui sèment et ne récoltent pas, paru aux éditions Accro. Alors, Dan Drey, en tant que traducteur, vous avez mis combien de temps à traduire ce livre et depuis quand? En fait, donc je n'ai traduit, pour préciser, que la partie de Léa Goldberg, puisque Oui. la traduction de Canetti existait déjà. Oui. Mais c'est un texte avec lequel j'entretiens une relation depuis 20 ans. Ah oui. Et j'en avais traduit quelques passages en me disant dès l'époque, que c'est un texte qui mériterait d'être connu des amateurs de littérature en Europe, en France en particulier. Et finalement, l'occasion se présentait avec Philippe, avec lequel vous parliez il y a un instant, de mener à bien ce projet. Et nous avons eu l'idée d'y ajouter Canetti Oui. et les extraits de son autobiographie où il parle de Zone pour peut-être étoffer un peu le personnage de Zone dans ce qui à l'origine avait surtout pour intention de faire connaître le texte de Léa Goldberg. Donc Léa Goldberg, cette immense poétesse israélienne, hébraïque, vous pouvez très vite comme ça nous en dire quelques mots? Oui. Alors, elle appartient à une génération de transition, en quelque sorte. Oui. Elle est née à Königsberg, elle a grandi à Corno. Et elle arrive en Israël dans les années 30, déjà auréolée d'une réputation de poète, grâce à un recueil qui s'appelle Tabaot Hashan, Cercle de fumée. Et donc là, elle est accueillie par les intellectuels, les poètes locaux qui lui font fête. Et elle devient un personnage central dans la naissance de ce qu'on pourrait appeler une poésie israélienne, à distinguer de la poésie hébraïque qui, elle, commence à renaître sans jamais avoir été interrompue, du reste, Bien sûr. à la fin du 19e siècle. Donc avec des gens comme Bialik, Tchernichovsky, etc. Donc elle représente une génération de transition, une génération qui écrit finalement pour des gens dont la langue maternelle sera l'hébreu. Et une des particularités qu'elle a, outre, disons, l'amour que lui portent les Israéliens jusqu'à aujourd'hui, autant pour ses livres pour enfants que pour sa poésie, je crois qu'une de ses particularités, c'est d'avoir une espèce de génie d'anticipation sur qu'est-ce qui allait marcher dans la langue. Parce que c'était une langue à ce moment-là, en 1940, au moment où elle est arrivée en 1935, qui était encore en mutation, disons, qui se cherchait entre ses racines hébraïques anciennes et le vernaculaire d'une société vivante au XXe siècle. Bien sûr. Et je crois que c'est une de ses particularités, c'est d'avoir eu... Attendez, repositionnez-vous devant l'appareil parce que là, c'est un peu coupé. Pardon. Oui, je vous en prie. Pardon. C'est mieux maintenant? Oui. Ok. Et je disais donc qu'elle a une de ses particularités, c'est d'avoir eu très très souvent raison dans son anticipation de ce qui allait rester lisible, de ce qui allait devenir l'israélien. Si on lit par exemple les traductions du russe des années 30, mes enfants par exemple ne peuvent pas comprendre cet hébreu. C'est un hébreu qui leur est étranger. Ah oui. Alors que Léa Goldberg est lisible par n'importe quel israélien.
Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est un titre de gloire, en quelque sorte. Oui, Ouais, bien sûr. Visionnaire. Elle était déjà visionnaire. Et on sent votre passion quand vous parlez d'elle, ce qui nous remplit d'aise, parce que c'est vrai que c'est une immense poétesse. Alors, qu'est-ce que ce livre représente pour vous en tant que traducteur, parce que apparemment vous y êtes attaché? Oui, je suis très attaché aussi pour des raisons autobiographiques, disons. Mais qu'est-ce qu'il représente? Alors, d'une part, donc, ce dont je parlais avant, c'est-à-dire cette transition entre une préhistoire récente de la littérature hébraïque et le paysage contemporain, celui dans lequel je vis. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est peut-être la mise en scène dans son mémoire d'une confrontation entre une espèce de poétique du silence ou du refus qui serait personnifiée par John, et sa volonté à elle d'écrire malgré tout. Elle a un essai très intéressant qui s'appelle Ha'ometz Lechulin, donc le courage du profane. Oui. Et elle parle exactement de cette volonté pragmatique de vivre au-delà des idéologies, et en particulier, après, c'est un terme qu'elle utilise d'abord dans une analyse politique de la condition européenne dans la Seconde Guerre mondiale, et ça devient, on le voit dans son journal intime, une sorte de catégorie sous laquelle elle se parle à elle-même. Aujourd'hui, mon Ha'ometz Lechulin était au plus bas. Et donc, le Ha'ometz Lechulin, c'est donc la volonté d'écrire et d'exister en dépit de cette masse immense d'une poétisation du silence ou de l'indicible qui, bien sûr, se manifeste dans bien d'autres lieux que dans les propos de Zonnet ou dans son dernier poème, mais que pour elle, il représentait, sans parler du fait, alors ça c'est une troisième dimension du texte, que dans cette confrontation avec cette idée, il y a aussi une confrontation avec Zonnet lui-même. C'est-à-dire que ce texte, qui d'un certain point de vue pourrait sembler être comme une vie de saint, donc l'apologie d'un être extraordinaire, etc., derrière, ou en filigrane, il y a la lutte de quelqu'un qui veut écrire contre quelqu'un qui récuse l'écriture. C'est tout à fait passionnant. Alors, je vais repasser la parole à Philippe Brandès. Donc, Elias Canetti a rencontré Zonnet, Léa Goldberg également, et apparemment ça les a vraiment marqués pour toujours, et c'est pour cela que vous aviez à cœur d'éditer en fait ce que chacun avait écrit sur ce personnage, en fait très mal connu du grand public, et qui va l'être grâce à vous. Mais il ne voulait pas être connu. Il voulait pas être connu. Le titre du livre, Heureux ceux qui sèment, d'ailleurs et ne récoltent pas. Je veux insister que c'est du verbe semer et pas du verbe aimer. Ah heureux, oui, bien heureux ceux qui s'aiment. Vous avez raison, Pascal Oreille. Alors, heureux ceux qui s'aiment, S-E accent grave, M-E-N-T, voilà. Et ne récolte pas, donc il ne voulait pas être connu. D'ailleurs, l'incipit du texte de Léa Goldberg, rencontre avec un poète dont je vais vous lire quelques lignes. Oui. Il ne voulait pas qu'il soit fait mention de lui publiquement. Si son nom se trouvait imprimé, son visage prenait cette expression de chagrin et de dégoût qui menait ceux qui le voyaient au remords. Tout écrit le concernant était comme une blessure. C'est pourquoi il sera difficile de parler de lui maintenant qu'il ne lit plus, qu'il n'entend plus, qu'il ne peut nous l'interdire. Mais il est impossible de faire selon son désir, il est impossible de le laisser sombrer dans l'oubli comme il l'aurait voulu. Donc et voilà, en fait, c'était un personnage fascinant. C'était un personnage complètement fascinant. Alors, il fréquentait un café. Oui, le Café Muséum. En fait, ce livre est un peu une histoire de café aussi. Oui. Le premier café, le Café Muséum, qui avait été décoré par le célèbre architecte Adolf Loos à l'époque, au centre de Vienne, était le lieu de réunion de toute l'intelligentsia
viennoise qui, à l'époque, comptait les plus grands esprits européens. Oui, tout à fait. Tout à Rilke, fait. Freud, Stefan Zweig, Hermann Broch, just name it, comme on dit, n'est-ce pas? Il y a toute une liste de gens qui se sont rencontrés et Son se tenait dans ce café, s'asseyait toujours à la même table, mais assez à l'écart. Il lisait les journaux. Il se cachait un peu derrière Il les se cache journaux, vous le derrière dites. les journaux. Oui. C'est Canetti qui dit ça. Oui. Et Canetti a été fasciné par lui. D'abord, il l'a observé parce qu'il ressemblait très fort à Karl Kraus, le fameux polémiste journaliste. Et puis, il s'est approché de lui et il a commencé à l'écouter. Oui. Pendant 4 ans, Canetti a été jusqu'en 38, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent tous les deux, jusqu'à ce qu'ils fuient Vienne. Il a été tous les jours pour l'écouter. Tellement il était fasciné par le personnage. Et c'est donc ce texte-là qu'il a écrit par fragments. Nous, on a assemblé tous les fragments Oui. où il a parlé de ce Dr. Son, Oui. Zone, comme Zone, il dit, oui. Zone, comme il dit, Oui. et de toutes les extraordinaires dimensions de son esprit et de sa culture. Alors, je vais peut-être lire un tout petit extrait Allez-y. de ce qu'en dit Elias Canetti. Oui. En quoi donc consistait la magie de sa parole, l'exactitude et la grâce avec lesquelles il se frayait un chemin à travers les questions les plus ardues, ne négligeant rien de ce qui méritait d'être considéré, hormis sa personne, scrutant avec la plus grande rigueur, sans jamais toutefois se confondre avec lui son sujet d'observation. Comment faisait-il pour dominer cette épouvante qu'il ressentait? Comment expliquer cette intuition secrète des moindres réactions de l'interlocuteur, cette délicatesse d'égard? Et ça, c'est Elias Canetti qui en parle, et qui en parle fort bien. Oui, tous les deux sont les deux sont des plumes extraordinaires. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ils ont remarqué un peu, ils en arrivent un peu aux mêmes conclusions vis-à-vis de ils ont communiqué Zone. après. Elias Canetti a demandé à Léa Goldberg, est-ce que vous aussi, Dr. Zone, c'est la personne qui vous a le plus influencé dans votre vie? Léa Goldberg, tout de suite, Bien sûr. a acquiescé. Oui, oui. Alors, ce livre, donc, il vient de sortir, hein, on peut Oui. le dire. Donc, Il va sortir le 7 novembre. Il va sortir le 7 novembre. Elias Canetti et Léa Goldberg, heureux ceux qui s'aiment, SE accent grave MENT, et ne récoltent pas, paru chez Accro Édition. Je ne sais pas si Dan Drey est toujours en ligne avec nous. Si, tout à fait. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute. Dan, je vous appelle Dan, hein, Dan Drey. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la traduction de Léa Goldberg et qu'est-ce que vous espérez que ce livre apportera? Bonne question. Alors donc, il y a d'une part ce que je mentionnais avant, c'est-à-dire l'incroyable anticipation de ce que deviendrait l'hébreu, qui d'ailleurs n'est pas aisé à traduire parce que on n'a absolument rien d'équivalent en français, Oui. historiquement. Et d'autre part, c'est son rapport à Zone, qui est le rapport d'une poétesse. C'est-à-dire que là où Canetti est un intellectuel qui est impressionné par la profondeur de vue et d'analyse de Zone, elle est avant tout marquée par sa dimension poétique et par l'éthique du silence dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et alors justement, c'est ce qui ressort dans le livre, c'est-à-dire ce dialogue où elle, contrairement à Canetti qui se contente d'évoquer Zone, elle le fait parler. On trouvera dans le texte de nombreux dialogues rapportés. Donc c'est très anecdotes, important, ouais. voilà. Ça porte à notre connaissance les échanges qu'ils ont eus. Dan Drey, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour ce très beau travail. Il faut absolument lire ce livre. Un dernier mot, Philippe Brandès. Oui, je pense que pour moi, comme éditeur, il nous a semblé important de publier un livre qui n'est pas un livre de poésie, Non. mais qui est un livre qui évoque un poète, ce que c'est Voilà. un poète. Et grâce à jours, vous, voilà. de nos jours où il y a tellement de poèmes en ligne, Internet, Facebook, où Sur plus les personne réseaux. ne sait plus très bien ce que c'est.
je pensais que c'était important de remettre les choses au point avec un personnage aussi emblématique. Eh bien, grâce Abraham à vous, grâce à la traduction de Dan Drey, grâce aux éditions Accro, Elias Canetti et Léa Goldberg, heureux ceux qui sèment et ne récoltent pas, un livre important qui nous permet de découvrir ce grand poète hébraïque qui était Zonah. Personnellement, je le connaissais pas. Merci de l'avoir mené à ma rencontre. Et il nous reste une petite minute. On va la terminer en musique avec également, puisqu'on parle de langue hébraïque, la très très belle chanson de Chava Alberstein et Mati Caspi, Eliezer Ben Yehuda, qui est quand même à l'origine de la langue hébraïque. Moderne. Merci beaucoup Philippe Brandès d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci. Élise, merci. Merci, au revoir. Et merci, Au revoir, Dan. À Merci. bientôt. כמו הנביאים הקנאים